Tu dis que les candidats dont nous parlons ne sont même pas en position d'être candidats. Et Gbagbo, Thiam, Soro, Blé Goudé, Simone Gbagbo. Mais si ces gens-là ne sont pas candidats, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection. Ça veut dire que la commission électorale n'a qu'à dire que le candidat du pouvoir, est-ce que c'est le chef actuel lui-même ou bien son petit frère comme les gens... En tout cas, beaucoup appellent au sein de son parti pour qu'il brigue un quatrième mandat. Non, les appels au sein du parti, on sait comment ça s'organise aussi. Donc, ce n'est pas des miracles, ça. C'est des faits politiques courants. Donc, appel au sein du parti, on sait comment ça se passe aussi. Mais je dis ceci, ces gens qu'on a cités, ils ne sont pas candidats. Et on sait que cette non-candidature contient en elle des germes de violence. Absolument. Où est la CEDEAO? Elle dit quoi? Pourtant, c'est un pays qui n'a pas quitté la CEDEAO. Ce n'est pas un pays putschiste du Sahel. Si une élection consiste, pour celui qui est au pouvoir, à balayer tous les candidats en mesure de le battre, ce n'est pas une élection. Le paradoxe de ces élections en Côte d'Ivoire aussi, c'est que la plupart des candidats qu'on peut appeler gros poissons potentiels de ces élections n'ont pas encore réuni toutes les conditions pour compétir. Je vous parlais de Laurent Gbagbo, je parlais de Guillaume Soro, même Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, Tidiane Thiam, tout ce monde n'a pas encore réuni les conditions pour compétir. Est-ce que ça risque de provoquer une grande crise pour ces élections? Oui, je crains. Je crains pour demain parce que, en fait, ce n'est pas à eux de réunir les conditions. Puisque ce dont nous parlons ici, ce à quoi vous faites allusion, ce sont les restrictions dont ils sont victimes aujourd'hui. Quelqu'un comme Laurent Gbagbo, président de la République de 2000 à 2010 ou 2011, etc. Ça veut dire qu'il devient un patrimoine national. Alors qu'il y a eu une crise post-électorale qui les conduit par la suite à un procès international, ça c'est un fait. Mais à la suite de cela, il a été acquitté. Il revient en disant, on l'a jugé par une cour de droit commun, et que bon, ben, il y a une condamnation de 20 ans. Et de ce fait-là, il est déchu de ses droits civils et politiques. Mais quand même, ça heurte le bon sens. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la malhonnêteté. Vous voyez, aujourd'hui, en général, lorsqu'on parle de la politique, c'est quoi l'image que ce terme-là nous renvoie aujourd'hui? C'est un peu la question de la malhonnêteté, du dribble, de la fourberie, de tout ce qui n'est pas sain. Or, en réalité, la politique devait servir, en fait, à réguler la vie du peuple. Et donc, le politicien, je vais dire, donc, celui qui est le dirigeant d'un peuple, devait être le modèle qui incarne pratiquement toutes les règles du vivre ensemble, toutes les valeurs et les vertus inhérentes à la nature de l'être humain. Mais la question, est-ce que l'homme n'est pas vertueux? L'homme se devait d'être vertueux. Non. Puisque justement, il y a des règles qui vivent ensemble. Machiavel a tranché cette question depuis des décennies. Non, il faut laisser les penseurs d'hier. Observons le vécu de notre communauté. Voyez même vos propres vibrations et vos convictions. Vous avez le devoir. Lorsque vous savez que vous avez sur vos épaules la vie et le destin des millions de personnes, vous avez l'impérieux devoir de devenir un modèle. C'est-à-dire que lui-là qui incarne en fait l'essentiel des règles qui permettent à une communauté de vivre ensemble. Pourquoi dans un pays, on met les lois, les règles? C'est parce qu'on sait que le pouvoir est tellement tentant, il est corrosif, il est une forme de drogue, qu'on met des lois pour que tout le monde se mette à la hauteur de la loi et la respecte, de sorte que les actes que nous posons puissent favoriser le vivre ensemble. Vous voyez? Il n'est pas possible pour un dirigeant de piétiner les lois d'une république, de les heurter tout simplement parce qu'il considère le pouvoir comme étant une fin en soi et que donc s'il respecte les règles qui sont établies et qui permettent le vivre ensemble, il risque justement de perdre ce pouvoir-là. Ce n'est pas que les lois sont piétinées, mais c'est que les lois sont taillées sur mesure. Non, même elles sont aussi piétinées. Elles sont piétinées parce que, pourquoi? Quelqu'un comme Laurent Gbagbo, aucune cour de droit commun ne peut le juger. Ce n'est pas la loi qui a dit ça. Écoutez, pour que Ouattara soit président, en tout cas candidat en 2010, il a fallu que le président de la République, qui est donc le chef suprême garant de toutes les lois de la République, dise, bon ok, voici la loi, ce que la loi dit. Mais pour la question de l'apaisement, pour qu'il y ait la réconciliation dans le pays, je prends un décret en vertu des pouvoirs qui me sont conférés
pour l'autoriser à faire acte de candidature. Or, déjà en 2000, lorsqu'il a voulu être candidat, c'est la Cour suprême qui avait tranché par un acte de justice qui le déchoit carrément même de ses attributs même de citoyen ivoirien. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'en fait, quand vous avez de la vision, quand vous comprenez que vous devez travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, vous devez être prêt à tous les sacrifices possibles. Il a fallu à Gbagbo ce sacrifice pour qu'il perde le pouvoir. Mais il ne va pas regretter le fait d'avoir perdu le pouvoir. Mais il regrette simplement qu'on ait utilisé, lui, sa bonne foi pour multiplier des fourberies qui ont fini par le déchoir du pouvoir. Voyez? Ouais. Donc il faut vraiment être honnête parce qu'en fait, vous ne travaillez pas pour vous en tant que dirigeant, mais vous travaillez pour un peuple. Excellent. Tu dis que les candidats dont nous parlons ne sont même pas en position d'être candidats. Et Gbagbo, Thiam, Soro, Simone Gbagbo. Mais si ces gens-là ne sont pas candidats, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection. Ça veut dire que la commission électorale n'a qu'à dire que le candidat du pouvoir, est-ce que c'est le chef actuel lui-même ou bien son petit frère comme les gens... En tout cas, beaucoup appellent au sein de son parti pour qu'il brigue un quatrième mandat. Non, les appels au sein du parti, on sait comment ça s'organise aussi. Donc, ce n'est pas des miracles, ça. C'est des faits politiques courants. Donc, appel au sein du parti, on sait comment ça se passe aussi. Mais je dis ceci, ces gens qu'on a cités, ils ne sont pas candidats. Et on sait que cette non-candidature contient en elle des germes de violence. Absolument. Où est la CEDEAO? Elle dit quoi? Pourtant, c'est un pays qui n'a pas quitté la CEDEAO. Ce n'est pas un pays putschiste du Sahel. Si une élection consiste pour celui qui est au pouvoir à balayer tous les candidats en mesure de le battre, ce n'est pas une élection. C'est pire qu'un coup d'État. Au moins, le coup d'État, on sait que bon, c'est l'officier X qui s'est levé pour aller s'arroger le pouvoir. C'est pire qu'un coup, c'est plus insidieux, plus méchant, plus mesquin. Donc, je n'ai pas peur de la non-candidature de ces poids lourds de la politique ivoirienne, parce que je sais que la CEDEAO est là, et au besoin, elle va mobiliser ses forces en attente pour aller faire entendre raison à celui qui veut empêcher des candidats de poids d'être candidats. Parce que ce n'est pas la peine d'attendre que la CEDEAO attende qu'un capitaine courageux se lève pour dire on me fait à la récréation et après on va hurler « Ah, putschiste ». Non, il fallait arrêter ceux qui ont conduit la situation au putsch. Est-ce que la CEDEAO peut s'imposer dans une telle situation quand elle se fait renvoyer en Guinée équatoriale, voilà. Je dis Guinée équatoriale, Guinée-Bissau? Oui, parce que pourquoi on les a renvoyés de Guinée-Bissau? Parce que le chef de la Guinée-Bissau a monté toutes les magouilles dans la CEDEAO contre les gens du Sahel. Il sait que la CEDEAO n'avait pas raison, que la CEDEAO agissait sous ordre. C'est pourquoi il a dit, mais la CEDEAO n'est pas souveraine. Pourquoi elle viendrait donner des ordres à mon pays qui est souverain? Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est... Quand on dit CEDEAO aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas reconnaître l'importance ou le poids de la médiation de la CEDEAO. Donc, il faut que la CEDEAO s'implique, au moins pour une bonne fois, pour faire un travail de prévention, pour que tout le monde soit candidat et que les élections futures en Côte d'Ivoire n'entraînent plus de bain de sang. Luc Abaki, voilà. Ces élections vont avoir lieu dans un contexte sous-régional qui a beaucoup changé, avec la nouvelle donne, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que vous pensez que l'AES, l'ombre de l'AES va planer sur ces élections en Côte d'Ivoire? Bon, pas forcément. En tout cas, les pays de l'AES travaillent pour eux. Voilà. Ils ont une vision. Ils ont décidé d'initier un nouveau leadership axé sur le besoin d'épargner leur peuple et de construire leur nation. C'est un modèle inspirant qui nous attire beaucoup et pour lequel nous gardons beaucoup d'intérêt, beaucoup d'observations. On essaie de suivre, etc., etc. Et nous pensons que cela devait déteindre même sur beaucoup d'autres pays qui ont végété depuis plus de 60 ans sous des pseudo-indépendances, mais alors que nous sommes dans la vassalité absolue et nous ne vivons que par procuration. Moi, je pense que plutôt que d'interpeller la CEDEAO, c'est la personne du président Ouattara même qu'il faut interpeller. Parce que du haut de ses 83 ans, quand même, c'est la sagesse qu'il doit pouvoir incarner. Il doit savoir que son avenir est derrière lui. Il a une haute responsabilité dans l'avenir et le devenir de la Côte d'Ivoire de demain. Et donc, de ce point de vue, puisqu'il a déjà fait 15 ans au pouvoir, il a déjà atteint les objectifs les plus nobles qu'il pouvait espérer pour lui-même.
Il doit maintenant se sacrifier pour le meilleur devenir de son pays. Il n'y a que lui pour prendre une position transversale et tranchée. Et je pense que par là, il pourra évidemment rentrer dans la cour des grands, au panthéon justement des gens dont les œuvres les font rentrer dans l'immoralité. Il y a, dans l'immortalité, j'allais dire. Il n'y a que lui. Mais si, lui, il ne dit absolument rien. Et on frustre encore des candidats. On les triche et on les empêche de candidater tout simplement. C'est quand même curieux que pour une compétition, les gens puissent empêcher les autres citoyens d'y aller. Or, en fait, la vie elle-même, par essence, est une compétition. Dans nos cultures ici, lorsqu'on fait par exemple des évalades chez nous, c'est pour que le citoyen, le garçon, qui veut donc travailler pour sa communauté, puisse s'évaluer aux autres et connaître évidemment le goût de la victoire. Quand vous trichez les autres et vous les empêchez de participer à une compétition et on vous autoproclame gagnant, vous n'avez pas la sensation de la victoire parce que vous savez que c'est par une certaine forme de lâcheté que vous y êtes arrivé. Et là, vous n'êtes pas un leader, vous n'êtes pas un grand homme. Vous ne pouvez pas inspirer un peuple qui va se mobiliser autour des valeurs et des vertus qui permettent à une société d'évoluer. Donc moi, je pense que véritablement, en tout cas, les enjeux les plus corsés, les plus forts restent dans la dimension de la personne de Ouattara. Il faut qu'il déblaye la scène politique ivoirienne et qu'il montre véritablement qu'il joue d'une vraie légitimité. S'il veut être candidat, qu'il puisse battre les autres candidats de la façon la plus transparente possible, de sorte qu'ils finissent ces derniers jours avec la gloire. On connaît le scénario des élections passées. Un candidat désigné qui a été envoyé à Patresse à quelques semaines de l'élection. Ben bon, la prochaine, c'est en octobre. On ne connaît pas encore le dauphin du président Ouattara. Est-ce que vous pensez que ça contribue à assainir ce climat politique? Bon, que le candidat meure, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Il est mort de sa bonne mort. Vous n'allez quand même pas soupçonner quelqu'un de l'avoir tué, le pauvre Gon Coulibaly. Donc, tu crains quoi? Que ça se répète? Qu'un autre candidat meure? Ça ne va plus se répéter en Côte d'Ivoire. Parce que justement, non, moi je dis, mais on aurait pu connaître. Mais si non, cela... moi je voulais rebondir plutôt sur ta question en relation avec les pays du Sahel. Mais le Sahel, c'est l'antithèse de la Côte d'Ivoire. Donc nous suivons avec attention ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour voir si c'est les gens du Sahel qui ont raison ou c'est la Côte d'Ivoire qui a raison. Mais les gens du Sahel, ils ont dit quoi? On se donne le temps, on s'organise, on apaise les passions. C'est pourquoi d'ailleurs, l'autre, le général d'armée Tiani, a mis fin à la pagaille des partis politiques. On sait ce qui se passe. Donc on va apaiser. Puisque tout le monde... Vous avez déjà actualisé votre glossaire. Oui. Puisque il faut mettre fin au désordre. Regarde ce que... Aujourd'hui, tout le monde est plein d'admiration devant Rawlings. Mais personne ne rappelle que Rawlings a fusillé des anciens présidents. Comme ça, hein. Personne n'en parle. Parce qu'on retient le résultat des sacrifices qu'il a fait consentir au pays. Aujourd'hui, les gens du Sahel, ils n'ont tué personne. Ils ne veulent d'ailleurs tuer personne. Mais ils disent, nous, on va mettre de l'ordre pour que désormais, quand on dira élection dans nos pays, que cela se fasse de la manière la plus réglementaire possible. En face, il y a un échantillon de ce que représente la CEDEAO et ses élections démocratiques, dont la démocratie et les... Donc on va voir qui a raison. La Côte d'Ivoire est un échantillon. Quand tu vois la liste électorale, j'ai écouté, mais attends, Gilles, c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire, qui a été fait. Voilà des sujets qui devaient faire des choses qui devaient faire l'objet de sujets de débat dans les séminaires des autres commissions électorales dans les autres pays de la sous-région. Une femme qui se retrouve avec 20 enfants, une autre... Attends, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais on l'a fait. La CEDEAO a dit quoi? Elle n'a rien dit parce que la CEDEAO a ses hommes. Mais est-ce qu'elle existe? C'est ça le problème. Non, là c'est moi. Bon.
Non, moi je parle encore de la CEDEAO. Je parle encore de la CEDEAO parce que bon, la Côte d'Ivoire est la championne de la CEDEAO aujourd'hui. Sinon, tu sais que pour moi, cette affaire n'existe pas. Mais la CEDEAO, donc, les miettes qui restent, ils ont leurs hommes. Tant que tu es leur homme, puisque eux, ils reçoivent les ordres de quelque part, ça veut dire que tu es l'homme de celui qui donne les ordres, mais tu peux faire ce que tu veux. Parce que la liste électorale telle que je l'ai écoutée dans tous les pays du monde, mais on aurait arrêté brutalement, on aurait dû freiner brutalement le processus électoral. Mais qui en parle? Personne. La CEDEAO ne dit rien. On élimine des candidats. Mais il parlait des évalas en pays kabien. C'est comme si le jour du championnat, le champion de mon village va convaincre les champions des autres villages de ne pas venir sur le terrain de lutte. Donc on vient là, on sort un moribond de l'autre côté, il le terrasse et il dit « Ah, moi je suis le champion ». C'est à ça que nous sommes en train d'assister. Les champions en Côte d'Ivoire, on les connaît. On fait tout pour les empêcher d'être candidats et personne ne dit rien. Donc, malheureusement, en Afrique, cette pratique a pignon sur rue. On parle de la Côte d'Ivoire, mais on peut l'étendre à beaucoup de pays. Ça non, ce n'est pas seulement en Afrique. Non, attends là. Au Sénégal. Ce n'est pas seulement en Afrique. Il ne faut pas toujours croire que c'est les Africains parce qu'ils sont noirs, c'est eux qui font des choses impossibles. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Dominique Strauss-Kahn? Mais on l'a éliminé de la course. Non, Dominique Strauss-Kahn, son cas, tout le monde sait ce qui s'est passé. Voilà, il a prêté le flanc. Il a prêté le flanc. On l'a éliminé de la course. Non, ce qu'il a fait n'était pas moins condamnable non plus. Attends, ce qu'il a fait. Il a violé une vierge. Non, ça c'est juste que là, c'est pas seulement une vierge qui est violable. Non, attends, arrêtez ça. Tu sais, je sais, il sait comment Dominique Strauss-Kahn a été balayé de la route de la candidature aux élections présidentielles en France. Tous les autres pays ont appris ça. Chacun applique ça chez lui selon le contexte politique, social de son milieu, c'est tout. Donc, mais attends, quand Donald Trump, pendant la campagne, prenait des balles aux oreilles, c'était quoi? C'était pour éliminer un candidat en mesure de gagner. Donc, ce n'est pas seulement l'Afrique. Au moins en Afrique. Moi, je n'ai jamais dit que c'est seulement en Afrique. C'est vous qui interprétez. C'est-à-dire, en fait, c'est plus cuisant, c'est plus frappant chez nous. Parce qu'en fait, les gens considèrent que, c'est-à-dire, le summum de l'évolution de l'individu, c'est d'accéder au fauteuil présidentiel. Or, en réalité, ceux qui marquent l'histoire de notre humanité, ce n'est pas ceux-là qui ont le pouvoir. C'est ceux qui ont des œufs, dont le génie s'active pour le bien commun. Tous ceux-là que nous citons dans les livres, qui sont partout, qui sont les références dans les domaines de la littérature, de la science, de l'économie, ce ne sont pas les gens de pouvoir. Mais parce qu'il y a une forme de jouissance au niveau du pouvoir. Parce qu'il y a des hurrahs, il y a des gens pour t'applaudir, etc. À chaque fois, les gens pensent que c'est ce qu'il y a de mieux à avoir. Mais en réalité, quand vous êtes un dirigeant, toutes les fois où vous sortez à la place publique et on vous applaudit, vous devez questionner votre mérite. Qu'est-ce qui fait qu'on vous applaudit? Vous devez être un symbole en vérité. Alors un symbole pour une société, c'est quoi? C'est celui-là qui pose des actes dans lesquels le peuple se retrouve. Mais si vous ne pouvez pas servir de modèle, si vous-même vous érigez les contre-valeurs en système de gouvernance, comment vous voulez pouvoir développer ce pays-là? Parce que les citoyens eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans ce que vous faites. Et donc vous êtes en train de les désaxer et d'abattre systématiquement toutes les règles qui ont été érigées pendant des millénaires et qui expliquent que les sociétés du monde évoluent. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui, nous sommes encore en train de végéter dans une forme de précarité, incapables de gouverner des pays avec décence et les construire, c'est précisément parce que ceux-là qui sont au devant de la scène, qui parlent au nom du peuple et agissent au nom du peuple, n'incarnent pas nos valeurs. Le peuple ne se retrouve pas en eux. Et donc, ils sont malhonnêtes, ils sont faux, ils mentent. Il y en a même qui parlent avant de réfléchir. Dans un tel contexte, comment vous voulez qu'un tel personnage puisse inspirer un peuple qui va le suivre et qui va s'activer les yeux fermés pour construire une nation? Voilà le vrai problème. Et c'est d'ailleurs pour ça, je reviens encore au pays de l'AES, que nous les suivons de près, parce qu'à partir de leurs actes, nous retrouvons le bon sens et la raison. Nous retrouvons ce que nous devons attendre d'un dirigeant, puisque eux, ils savent que la corruption n'est pas une valeur, c'est une contre-valeur. Quand tu es dans la corruption, on te punit. Et on fait en sorte que les vertus puissent commencer à héberger et s'activer. On les exalte et on les promeut. Voilà ce que nous demandons. Si ce n'est pas le cas, bon ben écoutez, un dirigeant qui passe par ces détours malhonnêtes, malsains, quelle est sa valeur?
Les gens pensent qu'être président, c'est d'avoir un beau costume, marcher sur, le tapis rouge, et bénéficier de la garde du corps, etc. Non, c'est agir. Les œuvres doivent parler. Des gens comme Sankara n'ont fait que 4 ans au pouvoir. On parle d'eux jusqu'à aujourd'hui. Ils rentrent dans l'immortalité. C'est ce que nous attendons de nos dirigeants, tout simplement.